Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'interviewer Sébastien Knight. C'est le fondateur du mouvement des entrepreneurs libres. C'est également l'auteur du livre Profession entrepreneur libre. Je tenais à t'interviewer sur la thématique en fait du pouvoir aider les entrepreneurs. Alors justement, on a parlé en fait des 4 étapes. On parle beaucoup maintenant du digital. Beaucoup d'entreprises se sont rendues compte pendant la crise que il faudrait de plus en plus que leur activité soit digitalisée, donc passer au numérique. Est-ce que si tu as un conseil justement à donner, puisqu'on rappelle que Sébastien est un expert en marketing, mais également en web marketing, il a été formé par les plus grands au niveau américain, notamment Frank Kern, je sais qu'il connaît bien, Jay Abraham, qui est un des gourous du web marketing international, et a bien entendu été confronté, en tout cas, à eu l'occasion d'échanger direct avec des grands vendeurs, des plus grands notamment. Donc, je pense que Sébastien est également très bien placé pour nous donner son avis là-dessus. Quel conseil donnerais-tu à une entreprise, une petite entreprise qui n'est pas encore sur le digital, et quelle serait la façon la plus simple et l'intérêt pour elle d'y être? Parce que je pense que l'intérêt, là, ils ont vraiment percuté l'importance d'avoir notamment un site internet, de communiquer, par exemple, sur les réseaux. Alors, premièrement, s'il y a un ouvrage que je peux recommander là-dessus, puisque tu as cité justement le fait que voilà, dans le monde du marketing sur Internet, les États-Unis sont partis avec 15 ans d'avance sur nous en France, et ça fait 10 ans que j'œuvre à nous permettre de rattraper. Donc là, on se rapproche, tu vois, on est plus du tout à 15 ans, on n'est même pas à 10 ans, on n'est même pas à 5 ans de retard. On est en train de se rapprocher. Mais un des meilleurs livres sur cet aspect, comment lancer son activité en ligne, que ce soit une nouvelle activité ou bien si j'ai une activité plus traditionnelle et que je veux générer des clients en ligne, c'est un livre de Jeff Walker, qui est un Américain, qui a été traduit récemment en français. Donc, ils ont gardé le titre anglais, Launch. Et j'ai dit à mon éditeur, si un jour vous traduisez ce livre, je veux faire la préface. Je ne suis pas payé pour la faire, rien, je touche à rien si vous achetez le livre. Mais, et donc, d'habitude, je fais la pub de mes livres en interview, mais là, c'est pas mon livre. Mais pour moi, c'est un des meilleurs livres sur le sujet. Ça s'appelle Launch de Jeff Walker. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est un des meilleurs livres sur le sujet? Parce qu'il explique, en fait, déjà, c'est tout à fait en accord avec cette idée de marketing bienveillant. Mais elle explique en fait comment est-ce qu'on crée l'envie, le désir chez nos clients et l'anticipation avant même qu'on ait quelque chose de particulier à leur proposer. Et je pense que c'est particulièrement important de comprendre ça parce que quand on est dans une période de crise, quand on est dans une période où soit on avait le projet de lancer notre boîte et on est bloqué parce que pour des raisons extérieures, on ne peut pas immatriculer, on ne peut pas commencer à vendre, on ne peut pas prospecter, on ne peut pas faire des devis, et bien dans ce cas-là, il faut profiter de ce temps-là, le mettre à profit pour se créer une réputation, un réseau, des contacts qu'on va pouvoir mettre à profit au moment du lancement. Et donc, ça, c'est super important. Et si on a déjà une activité, mais que dans cette activité, on n'est pas justement sur le marketing en ligne, et donc dans une période de crise, dans une période de confinement, dans des périodes difficiles comme ça, eh bien, l'activité a un gros ralentissement, voire est complètement arrêtée. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour quand même mettre à profit ce temps-là pour faire entrer du chiffre d'affaires? Pour donner un exemple, j'ai un client qui s'appelle Kevin Neken, qui travaille avec les gérants de clubs sportifs, qui a créé une communauté de gérants de clubs sportifs. Et dans sa communauté de clients, eh bien, les clubs sportifs ont continué, même pendant la période de confinement, à tourner environ à 80-90% et plus de leur chiffre d'affaires normal. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de continuer d'apporter de la valeur à leurs abonnés et de fidéliser les abonnés sur leur engagement d'être inscrits au club, même si les abonnés ne pouvaient pas venir. Physiquement, ce n'est pas possible. Donc, on pourrait se dire, logiquement, dans tous les clubs sportifs de France, toutes les piscines, toutes les aquagyms, tous les clubs de ce type-là, normalement, leur chiffre d'affaires devrait passer à zéro. Et pourquoi certains ne passent pas à zéro? Ceux qui sont accompagnés et qui ont de la stratégie, c'est parce que, un, ils continuent d'apporter de la valeur à leurs clients. Deux, en amont, ils ont été stratégiques et malins en fonctionnant sur des systèmes d'abonnement et en ayant une relation sur le long terme avec les clients et non pas payer à la session. J'avais une école de danse latine, par exemple, et c'était basé à Nantes. Et ce que j'ai vu comme problème, c'est que presque tous mes concurrents vendaient les cours à l'unité, en grande partie.
très grosse partie de leur chiffre d'affaires, c'était le cours à l'unité. À l'époque, c'était de l'ordre de 5 euros. Et nous, on était les plus chers avec des cours à l'unité entre 10 euros et 14 euros. Pourquoi? Parce qu'on essayait activement de ne pas avoir de gens qui payent des cours à l'unité. D'accord. Parce qu'une fois que si ça coûte 14 euros le cours à l'unité, mais que les gens font le calcul et que le trimestre, si tu veux, il y a 12 semaines dans un trimestre, ils peuvent venir à 9 cours s'ils veulent, s'ils sont abonnés, chaque semaine. Et au total, ils payent 130 euros, par exemple. Eh bien, c'est une offre irrésistible que de dire je vais m'abonner. Il n'y a pas photo, je ne vais pas continuer de payer le cours à l'unité. Mais du coup, une fois que les gens sont abonnés, on entre dans une relation de confiance sur le long terme avec eux. Donc, est-ce que tu es en train de nous dire qu'au final, une activité, quelle qu'elle soit, pour se différencier, et on parlait de la crise à l'instant, il est vraiment important, au final, de se former en marketing. Peut-être que c'est là où les petites entreprises pêchent, elles n'ont pas forcément de notions de marketing adaptées aux situations auxquelles elles sont confrontées actuellement. Oui, alors c'est sûr. Le taux, ça c'est les études de l'Agence pour la création d'entreprises qui montrent que sur le taux de réussite des entreprises qui sont accompagnées est de l'ordre du double des entreprises qui ne sont pas accompagnées. Et ça va depuis le indépendant qui fait ça en tant qu'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, ce genre d'activité en nom propre, à la TPE, à la PME qui commence à faire beaucoup plus de chiffres. Parce qu'en fait, quand on est accompagné, on a ce regard extérieur sur comment vont les affaires, qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus résilient, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter plus de valeur aux clients qui sont déjà là et amener plus de valeur de clients à découvrir la valeur que nous faisons déjà. Donc oui, c'est sûr, il n'y a pas photo. Le fait d'être accompagné est essentiel. Et surtout en période de crise, c'est même vital. D'accord, très bien. Alors justement, on arrive à l'interview et j'aurais voulu, sans résumer, mais s'il y avait 3 choses à retenir en fait de tout ce que tu nous as dit. Tu nous as parlé du livre de Jeff Walker, Le lancement orchestré, pour booster ses ventes au niveau marketing. Tu nous as parlé de 4 étapes également de stratégie à mettre en place. De façon très concrète et même très brève, qu'est-ce qu'un commerçant qui est actuellement en panique, qui est vraiment incertain par rapport à la situation dans laquelle il se trouve actuellement, qu'est-ce qu'il faudrait retenir s'il y avait 3 choses qu'il fallait retenir? Alors, s'il y avait 3 points clés à retenir pour survivre à la crise et pour prospérer, je dirais le premier, c'est marketing bienveillant. Dans toute cette situation de crise, il va y avoir des entreprises qui sont considérées un peu comme des havres de paix. On va auprès de ce fournisseur-là ou ce prestataire-là parce qu'on a confiance, parce qu'on se sent rassuré, parce qu'on se sent compris. Et donc, en pratiquant le marketing bienveillant, on crée cet effet-là. Alors qu'en pratiquant ce que j'appelle le marketing mégaphone, c'est-à-dire en se contentant de dire moins 10%, moins 30%, discard, venez, eh bien, on ne crée pas du tout cet effet-là. On fait fuir les clients qui vont dire « je n'ai pas d'argent ». Alors que quand on pratique le marketing bienveillant, les gens vont trouver l'argent pour venir acheter les produits pour soutenir. En disant, voilà, je veux soutenir les entreprises locales, soutenir parce que je tiens à ce que vous restiez en affaires, parce que je tiens à continuer à travailler avec vous. Donc ça, c'est le point, je dirais, c'est le premier point clé. Deuxième point clé, c'est l'offre irrésistible. Autant j'ai dit que on ne veut pas que tout notre marketing soit des réductions et des offres spéciales, parce que ça, c'est ce que j'appelle marketing mégaphone. Mais en même temps, quand on fait une offre, il faut qu'elle apporte tellement de valeur au client, tellement plus de valeur que le prix demandé, que le client se dise, bah oui, il faudrait que je sois bête pour ne pas profiter de cette offre. Donc, une offre est irrésistible quand on apporte 4 fois plus de valeur que le prix qu'on demande. Si je facture à mon client 150 €, je dois lui apporter 600 € de valeur. Et ça, bien sûr, ça nécessite de se creuser un peu les ménages. Ça ne veut pas dire que je donne 4 fois plus de produits. On était dans l'exemple tout à l'heure de l'artisan, d'accord, je fais de la poterie, je ne vais pas vendre 4 poteries pour le prix d'une. Mais qu'est-ce que je peux faire pour apporter de la valeur en plus à mon client? Peut-être dire, ben voilà, ce mois-ci, toutes les personnes qui nous ont acheté une poterie pourront participer à un cours de fabrication de poterie. On va mettre tout le monde bien écarté les uns des autres pour pas avoir le problème de distanciation sociale. Mais tu vois, l'idée, c'est qu'est-ce que je peux faire en plus qui me coûte presque rien ou rien du tout, mais qui, pour le client, apporte une touche de valeur supplémentaire dont il a besoin.
Donc ça me permet de créer une offre irrésistible. Donc premier point, faire du marketing bienveillant. Deuxième point, faire des offres irrésistibles. Et troisième point, en fait, c'est retrouver nos ressources non financières. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout entrepreneur a des ressources. Il y a 7 catégories de ressources entrepreneuriales et l'argent en fait partie, mais la plupart des gens ne pensent qu'à l'argent. Donc, juste très rapidement, quelles sont nos autres ressources? Bien, la première ressource, c'est notre réseau, les gens qui sont autour de nous et qui sont soit des clients potentiels, des apporteurs d'affaires ou qui peuvent nous mettre en contact avec ces gens-là. Donc, il faut exploiter notre réseau en période de crise. Ça ne coûte rien d'envoyer des SMS, des emails, des messages WhatsApp ou autres aux parents de l'association de parents d'élèves, à nos anciens collègues de notre boulot précédent, aux gens qui ont eu le diplôme en même temps que nous, etc. Donc, ça, c'est la première ressource. Deuxième ressource, c'est notre compétence. Est-ce que cette expertise, cette compétence, on peut la mettre en valeur ailleurs? Par exemple, toi, Arnaud, eh bien, ton expertise sur tous les sujets immobiliers, eh bien, tu la conçois en parlant à des gens qui sont experts, mais ensuite tu la valorises parce que quand tu fais ces vidéos et que tu les mets sur YouTube, ça permet à des gens de te découvrir. J'ai vu ton interview avec Xavier Prétéry, par exemple. Et donc, du coup, cette compétence que tu crées, elle permet de, à nouveau, créer du lien avec toi qui font que les gens viennent vers toi, par exemple. Donc, relations, compétences. Autre expertise, c'est la notoriété. C'est le fait d'être connu dans notre secteur comme un expert. Donc ça, on le fait tout simplement, si j'ai la compétence, c'est pas difficile, je crée du contenu que je vais aller exporter ailleurs. Donc par exemple, c'est ce que moi je fais aujourd'hui en étant interviewé par toi, puisque des gens vont me découvrir qu'ils ne me connaissaient pas auparavant. C'est ce que je peux faire aussi en écrivant un article que je vais proposer, non pas le mettre sur mon blog à moi qui a 0 visiteur parce que je viens de le lancer la semaine dernière, ou ma page Facebook qui est complètement déserte. Non, je vais aller trouver quelqu'un qui a un blog qui a beaucoup de visites et je vais lui proposer un article de grande qualité que j'ai déjà écrit à l'avance pour lui montrer que c'est pas juste un rêve d'écrire un article. Et je vais lui demander est-ce que ça l'intéresserait de publier sur son blog. Eh bien ça me crée de la notoriété. Ma liste, est-ce que j'ai des clients existants, des prospects existants, des gens abonnés à ma page Facebook? Par exemple, moi, sur notre newsletter du Mouvement des entrepreneurs libres, on a à peu près 115 000 abonnés actifs. Évidemment, si je lance un nouveau produit, je ne parle pas de zéro. Même si je partais avec 0 budget publicitaire, même s'il me restait rien comme trésorerie, avec 115 000 abonnés qui lisent mes emails, c'est sûr que ça me permet un démarrage comme ça. Sur notre page Facebook, on a 185 000 personnes. Alors, quelqu'un sur Facebook, c'est pas du tout aussi intéressant qu'un prospect par email. Alors, le top, c'est un numéro de téléphone, WhatsApp, SMS, appel. En dessous, il y a une adresse email, quelqu'un qui s'est abonné volontairement. Tout en bas, il y a Facebook, Instagram, etc. Mais n'empêche, c'est quelque chose, c'est une ressource. Donc, j'ai relations, compétences, j'ai ma notoriété, j'ai ma liste, j'ai mon produit, c'est une ressource. Si aujourd'hui je galère à le vendre parce que justement je suis en difficulté, j'arrive pas à sortir la tête de l'eau avec mon entreprise. Quand je dis produit, ça peut être un service aussi. Je peux chercher une autre entreprise qui, elle, continue de bien tourner et leur dire, écoutez, ce que je vous propose, est-ce qu'on pourrait proposer ce que moi j'ai, mon produit, mon service, à votre clientèle et on partage le bénéfice. Comme ça, j'ai tout de suite un réseau de distribution. J'utilise leurs ressources, leur liste avec ma ressource, mon produit, mon service. Et les deux dernières, c'est mon offre. Alors, l'offre et le produit, c'est pas la même chose. Le produit, c'est la chose, c'est l'objet. Voilà. Donc, j'ai un produit, c'est ça. Et maintenant, l'offre, c'est le message de vente. Si j'ai fait un bon message de vente et qui a bien marché, j'ai fait une campagne, des vidéos l'année dernière. J'ai fait un courrier postage, un client, par exemple, qui est vigneron. Et en fait, avant de récolter son vin, avant même d'aller chercher le raisin sur la vigne pour le mettre dans un fût, les bouteilles qui vont sortir de ce fût dans 1 an sont déjà vendues. Donc, pourquoi? Parce qu'il a une campagne, il a ses 4 courriers qu'il envoie à tous ses anciens clients, disant voilà, si vous voulez être les premiers, ça va être une super cuvée, est-ce que vous voulez les récupérer? Mais ça a de la valeur, si tu veux. Même si demain, j'avais plus de vigne, le fait d'avoir ces courriers-là et de pouvoir aller dans une autre vigne et repartir et faire la même campagne, ça va marcher tout aussi bien. Donc, alors, est-ce que c'est ce dont tu parles dans ta méthode lancement orchestré? Est-ce que c'est un lien? Oui, parce que justement, le lancement orchestré est
une séquence de vente. Donc, c'est une offre. Donc, je peux reprendre mon lancement, mais si je change de produit, par exemple, beaucoup d'entrepreneurs en Guadeloupe se lancent initialement en tant que revendeurs. Ils sont en marketing de réseau, ils sont, tu vois, VDI, ils sont agents immobiliers pour certains, parce que selon le statut, en fait, on est vendeur d'un produit qu'on ne possède pas vraiment, mais on est là pour démarcher. Mais si j'ai mon laïus, ma présentation, mon offre, ma façon d'attirer les clients qui fonctionne, eh bien, même si le réseau dans lequel je travaille se casse la figure, je peux prendre exactement tout ça, tout ce moule que j'ai pour trouver un nouveau client et le réutiliser dans un autre réseau avec un autre produit en remplaçant le produit que je vendais à la base. Donc tout ça, ce sont des ressources. Et en fait, on est entrepreneur libre quand on exploite ces ressources-là. J'en ai donné 6, il y en a 7. La 7e, c'est l'argent. Et quand on manque d'argent, il faut utiliser les 6 autres. Parce que c'est quand on utilise les 6 autres que l'argent vient vers nous.